Chers consoeurs et chers confrères, Monsieur le Président entrant, Monsieur le secrétaire perpétuel, Messieurs les présidents honoraires, Messieurs les présidents de section, Madame la présidente honoraire et représentante et du secrétaire, suppléante du secrétaire perpétuel, et chère Jeanne-Marie, honorables invités, éminents intervenants, Madame Tébia Melsan, Monsieur le délégué des Mahorais en France, chers amis de la Somme et de son cycle, les Outre-mer français, Madame la ministre, chère consoeur, coordonnatrice de la séance. C'est avec un plaisir avéré et tout particulier que j'ai l'honneur de présider et d'ouvrir cette séance, placée sous le thème « Les ultramarins français et le 6e DOM en France », que Monsieur le secrétaire perpétuel et moi-même avons effectivement engagé en avril 2025, après une large consultation et sur la base du projet que je vous ai soumis voilà un an lors de ma prise de fonction. Le présent exercice revêt en effet à nos yeux une importance notable, d'abord par la qualité des intervenants, que vous-même, Madame la Ministre, dont nous saluons le parcours et l'expérience remarquables en la matière, et de façon plus générale, le combat inlassable pour la défense au quotidien des droits et de la dignité de chacune et de chacun, tous ceux donc qui vous avez sollicité et qui ont bien voulu répondre à cet appel. Monsieur le délégué des Mahorais en France, dont l'action dans la durée pour la cause sera sans aucun doute source pour nous de connaissances éclairantes sur un département et ses ressortissants qui nous est cher, à la fois proche et souvent mal connu. Madame Annick Tébia Melsan, notre amie, avec laquelle nous entretenons depuis des décennies, avec Madame Catherine Cissé aussi présente dans la salle, une conversation animée, en particulier autour des Outre-mer et de leur relation avec l'Afrique. Soyez les bienvenus à la Somme. La rencontre de ce jour, laquelle, selon un heureux hasard de circonstances, sera par ailleurs la dernière que je présiderai pleinement avant la fin, demain, de mon mandat, vient en outre à point nommé au regard de son thème, mettant l'accent sur la question essentielle des rapports humains et de la gestion harmonieuse de l'altérité et de la diversité à la lumière de l'histoire et des politiques menées. Elle donne un temps de respiration dans le cours de la présente réflexion collective qui nous rassemble. Nous étions convaincus en effet que le destin de ces entités ultramarines, confrontées à des défis spécifiques majeurs, aussi bien pour elles-mêmes que pour la France et ses partenaires, méritait à cette étape de la reconfiguration du monde, thématique générale choisie pour servir de trame à l'ensemble de nos travaux en 2025, de retenir l'attention soutenue de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui, de son côté, s'est précisément et progressivement ouverte sur le monde entier. Un an plus tard, nous pouvons constater que cette dynamique, à laquelle ont adhéré avec enthousiasme tous nos membres, a fait son chemin, preuve qu'elle correspondait bien à un réel besoin. Nous nous en félicitons, en ce qu'elle nous conforte également dans notre volonté de contribuer, dans un contexte qui plus est aujourd'hui d'une accélération des mutations, à une meilleure compréhension de la situation, au carrefour des problématiques sensibles et des enjeux stratégiques qui mobilisent les efforts de tous, avec peut-être à l'appui l'offre de solutions utiles. Reposant sur le principe de la responsabilité de chacune et de chacun des coordonnateurs, qui se sont portés volontaires pour animer successivement les séances dédiées à ce cycle, selon des thématiques, un calendrier et une méthodologie d'approche établie de façon concertée, cet engagement commun a porté d'ores et déjà ses fruits. En rendent compte les séances et les travaux stimulants, inaugurés et ensuite approfondis, en liaison avec notre concierge Josette Rivalin, par nos confrères les professeurs Jean Barthes et Jean de Bois-de-Gaudusson, lequel, retenu à Bordeaux pour de graves questions médicales, vous présente, Madame la Ministre et chers intervenants, ses regrets de ne pas être parmi nous. Ils ont été notamment et successivement consacrés, avec l'aide d'experts renommés, aux dimensions géographiques, philosophiques et institutionnelles et de la question, à celle de la reconstruction de Mayotte, dont a rendu compte le chef de la mission, le général Facon, sensibilisé par le général Lang, notre nouveau vice-président, à celle de la jeunesse et des projets novateurs de développement qu'elle suscite,
dans plusieurs des Dromcoms sous l'égide de notre confrère Mathias Léridon. Monsieur le Président entrant, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, Madame la Ministre, chers consoeurs, éminents intervenants, vous comprendrez dès lors combien nos attentes sont grandes en direction des communications et des échanges qui s'en viennent et ouvrent la deuxième séquence de nos travaux prévue pour se dérouler en 2026 jusqu'au 19 juin, date d'une mise en commun des analyses et des éventuelles recommandations émises sous la forme d'un séminaire placé sous le signe des vulnérabilités et des opportunités. Je suis convaincu dans cette perspective que notre nouveau président, notre confrère Olivier de Bernon, qui s'est déjà largement investi dans ce dossier, aura à cœur de soutenir, avec Monsieur le Secrétaire perpétuel et à l'aide de tous et de toutes, et de moi-même si besoin était, à la bonne marche et au succès de ce processus original et passionnant, à la portée, nous l'espérons, substantielle. Je l'en remercie vivement à l'avance, je vous en remercie tous, et tout en vous réitérant mes remerciements pour votre généreuse mobilisation, nous avons hâte de vous entendre. Dans cette attente, je donne la parole à Monsieur le Secrétaire perpétuel. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Je serai incapable de reprendre tout ce que vous avez dit de manière aussi brillante. Je vais descendre d'un cran, vous me le pardonnerez, en évoquant un certain nombre de choses qui me paraissent importantes pour le bon aboutissement de ce cycle Outre-mer. En premier lieu, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que notre Académie s'est réellement mobilisée pour discuter des enjeux multiples que représentent les Outre-mer. Nous avons mis en place une série de séances qui ont commencé à l'automne, il y en a eu 2, et nous allons en avoir 6 qui vont lui succéder au cours de ce premier semestre. Donc c'est un très gros chantier, on peut dire que nous avons réellement constitué un séminaire de réflexion, je ne dirais pas un séminaire de recherche, parce que la recherche, ça n'est qu'une partie de la réflexion en réalité, un séminaire de réflexion, et de ce séminaire de réflexion, il faut que sortent des produits qui permettent de faire connaître mieux ces enjeux multiples qu'une actualité envahissante, écrasante, tend à faire oublier à chaque fois. Je voudrais donc insister sur l'aspect communication et publication de ce projet. Alors je voudrais rappeler en premier lieu que le cycle auquel vous participez à travers cette réunion et communique en direction de l'extérieur à travers la séance à laquelle vous participez et qui est enregistrée en vidéo et tourne ensuite sur YouTube. Alors, il faut bien se dire que certaines des vidéos de notre Académie portant sur des thématiques d'actualité ont été très consultées. Donc, c'est très important, cette dimension vidéo. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est que si nous voulons que l'Académie ait un poids auprès de l'opinion, il faut que notre site web soit alimenté régulièrement de textes originaux. Et donc, pour cette séance comme pour les autres, nous ferons appel à vous pour nous remettre des textes que nous pourrons mettre en ligne dans le mois qui vient. Voilà, c'est un peu un défi, mais si on peut y arriver, ce serait formidable. Et je dirais que, en fin de compte, il serait souhaitable que de ce cycle de conférences sorte un véritable livre que nous pourrions publier au printemps prochain dans la nouvelle collection Les Cahiers de Mondes et Cultures. Et donc, je fais appel à ceux d'entre vous qui souhaiteraient franchir le cap d'un véritable article à remettre à notre revue. Voilà. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Nous avons par ailleurs la préoccupation de nous intégrer dans des projets extérieurs concernant l'outre-mer. Nous avons d'abord un partenariat avec la revue Conflit,
qu'on peut trouver en kiosque, pour laquelle nous avons été sollicités afin de réaliser un numéro spécial sur les Outre-mer français. Et de surcroît, j'ajouterais que nous avons un partenariat avec Le Point, un partenariat qui s'appelle les Outre-mer aux avant-postes. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous y sont invités, y participeront. Alors, jusqu'ici, notre partenariat s'est un peu trop limité à être passif, c'est-à-dire à venir assister aux séances. J'ai l'intention que cette année, nous appuyant sur le travail de notre séminaire, nous allions un peu plus loin pour essayer d'obtenir du Point que chaque année, nous ayons la responsabilité d'organiser au moins une des tables rondes du Point. Voilà. Et c'est très important, plus nous produisons, en fait, plus nous sommes convaincants en direction du Point. Je voudrais terminer en m'excusant de mon départ en cours de séance, car je devrais accueillir dans la maison une délégation chinoise de la province du Guizhou, une province que personne ne connaît parce qu'elle est en plein cœur de la Chine, mais une province de Chine, vous savez, c'est l'équivalent de la France, enfin, voilà, en population, et donc c'est pas totalement négligeable. Vous voudrez bien m'excuser, ça n'est pas un signe de désintérêt, bien au contraire, pour cette belle séance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour ces informations très précieuses qui renforcent notre appétence à la mobilisation et au travail acharné pour essayer effectivement de décrypter ces problématiques particulièrement délicates et sensibles et qui, comme vous l'avez dit, ont repris une actualité encore plus pressante. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, si vous le voulez bien, je vais inviter Madame la Ministre, coordinatrice de la séance, à nous faire cette présentation de la séance. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Donc, je salue tous les participants, évidemment Madame la Présidente, chère Christine, Monsieur le Président délégué, le secrétaire perpétuel, et vous tous, chers amis, chers présidents d'association et chers intervenants. Je vous remercie d'avoir accepté l'idée de consacrer une séance à ce thème des ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Généralement, y compris ici, quand nous parlons outre-mer, nous pensons aux territoires dispersés un peu partout, avec la chaleur, le beau temps, un certain nombre de choses plutôt sympathiques. Et on oublie que depuis longtemps, j'allais dire depuis des siècles finalement, il y a aussi des ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Et ce phénomène, qui était un peu marginal, avec quelques personnalités un peu originales que Annick Thébiat-Melsan va évoquer, eh bien, ce phénomène est devenu beaucoup plus large depuis que, dans les années 60, ça a été une décision gouvernementale de faire venir ici un certain nombre de travailleurs issus des Outre-mer et notamment des Antilles et de la Réunion. Alors, j'ai tenu à insister sur cet aspect parce que très souvent, quand on voit des ultramarins, des Antillais, des Réunionnais ici dans les hôpitaux ou ailleurs, au fond, on ne sait pas comment ils sont venus. On ne sait pas que ça a été une politique délibérée du gouvernement qui a duré durant de longues années. Donc je me suis dit qu'il fallait vous présenter un petit peu, d'une part, l'organisation de cette migration et la manière dont elle a été encadrée. Et à cette occasion, nous allons aussi vous présenter quelques traits spécifiques, puisque la Réunion, évidemment, a un petit peu une organisation particulière. Mayotte est une migration qui est arrivée ensuite, puisque durant Mayotte est devenu département assez tardivement, et Mayotte n'était pas une terre d'où les gens partaient, alors qu'aujourd'hui c'est davantage le cas et ça a été organisé. Et surtout, ce qui me semble significatif dans cette attention portée au 6e DOM, c'est que à l'époque, quand les Antillais sont arrivés ou les Réunionnais sont arrivés ici, ça semblait bizarre, un Français noir. Et donc, ils ont été accueillis avec une forme d'étonnement.
Et eux-mêmes ont un petit peu expérimenté d'une manière parfois un peu difficile de se dire, quand j'étais là-bas, ça semblait normal d'être français, ici ça semble moins habituel. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'au fond, ils font partie de la diversité de l'ensemble français, puisque la société française bouge, elle a évolué, elle est devenue plus diverse. Et au fond, nous sommes, peut-être qu'on a été un peu des précurseurs, mais en tout cas, aujourd'hui, on fait partie de cette diversité. Donc c'est un petit peu cette évolution que nous allons vous présenter, avec donc d'abord Annick Thébiat-Melsan qui va vous parler de toute la partie un peu historique et notamment de la présence culturelle des Antillais, notamment ici dans l'Hexagone. Et après, moi, je viendrai pour parler davantage de la partie plus structurelle. Et Monsieur Atoumane nous parlera du cas spécifique des Mahorais. Voilà, merci. Donc maintenant, c'est à Annick. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, chère consoeur, et j'invite, si elle le veut bien, Annick Thébiat-Melsan à nous délivrer son épopée, je crois. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chère amie, chère Christine, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le prochain, je crois, ou déjà président, entrant, évidemment ma très chère Georges Paul-Langevin qui vient de m'introduire ici, ainsi que monsieur que je viens de découvrir comme étant le représentant des Mahorais à Paris, et vous tous, chers amis, et tous les membres évidemment de cette noble assemblée, et tous les amis qui ont pu se déplacer pour être ici aujourd'hui. Bien évidemment, comme l'a dit Madame Christine de Souche, c'est un thème immense que celui de l'outre-mer, et de l'outre-mer vu de France, vu en France. Il n'est question ici que d'introduire, que d'ouvrir des perspectives et de poser un certain nombre de problématiques, et non pas d'avoir la prétention d'épuiser cet immense sujet, puisque nous savons qu'il fera l'objet d'un travail plus sérieux et plus approfondi de l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, ultramarins en France, moi j'ai souhaité réfléchir à une très longue histoire qui en fait se résumerait à cette formule: français à part entière ou français entièrement à part. C'est la grande question que personnellement, natif de Guyane, quoique ayant beaucoup circulé à travers le monde, je considère comme une question d'actualité encore aujourd'hui. Avoir pour origine en France l'outre-mer, c'est vivre en simultané dans le temps et dans l'espace une identité sociale, culturelle, ethnique, politique, parfois économique, qui est si difficilement quantifiable qu'elle échappe le plus souvent aux catégories et aux statistiques de l'INSEE. Quand on recherche, comme je l'ai fait pour un titre d'information, on se rend compte que finalement, peu se concrétise en forme de produit direct qui se réfère à cette question. Bon, en fait, c'est porter, quand on est ultramarin en France, c'est porter sur soi et avec soi, imbriquer dans la société française le semblable et le différent, sans aucun doute, le visible et l'invisible, parce qu'il y a une invisibilité ultramarine en France, et pourtant elle est visible, le proche et le lointain, on reviendra tout à l'heure sur le terme même d'outre-mer qui suppose cette connectivité lointaine qu'est celle de l'outre-mer, le local, français, parisien, toulousain, que sais-je, et le monde. Et le monde dans toutes ses dimensions, mais aussi le passé et le futur, ce qui n'est pas facile, parce que le passé, comme nous le savons, est un passé lourd. Ce n'est pas un passé serein, c'est un passé extrêmement complexe. Et on porte surtout, parallèlement à ce passé, le futur économique et géopolitique de la France, qui en grande partie devra gérer l'outre-mer,
Parce que nous savons que grâce à l'outre-mer, la France possède le deuxième espace maritime et la plus importante zone économique maritime mondiale du monde, et que ce sera, compte tenu de l'importance des océans pour la gestion du monde, à tous égards, ce sera dans les années qui viennent, ça a déjà commencé à l'être d'ailleurs, un thème absolument fondamental. Alors, je vais citer Aimé Césaire, que je connais bien, enfin, que j'ai bien connu, et dont je suis heureuse que sa présence sur les quais parisiens, à un lieu noble, puisqu'il longe les Tuileries, montre que la présence de l'outre-mer en France acquiert une dimension symbolique, et se référant à cet homme extraordinaire et cet esprit d'exception qu'a été Aimé Césaire, il est essentiel de parler de lui pour commencer, me semble-t-il, dans cette maison, parce que rares sont les voix qui, comme Césaire, ont conduit à une ouverture vers l'humanisation du monde, qui était la grande question et qui reste encore, et qui peut-être le sera de plus en plus une question essentielle. Césaire disait, après avoir écrit la lettre à Maurice Thorez, où il a quitté le Parti communiste en 1956, il est rentré en Martinique, il a prononcé un discours à la Maison du Sport où il parlait ainsi de l'outre-mer. Singularité de notre situation dans le monde qui ne se confond avec nul autre. Singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème. Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle. Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Qu'en résulte-t-il, sinon que nos voies, VES, vers l'avenir, mais aussi peut-être VEX, je rajoute à Césaire une autre dimension, nos voies vers l'avenir, je dis bien toutes nos voies, la voie politique comme la voie sociale et culturelle, ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir. Alors en effet, dans le grand désordre géopolitique qui partout s'installe, une réflexion sur l'outre-mer s'impose, me semble-t-il. L'outre-mer est un terme ou une notion ou un concept. Personnellement, je préfère le prendre comme concept, parce il a posé dès l'origine et sous tous les horizons, pas seulement en France, mais dans le monde entier, la problématique d'un monde connecté, d'une connectivité, d'une relation géographique qui supposait le lointain, l'éloignement. Et en l'occurrence, le thème qui nous rejoint aujourd'hui stipule au contraire un choc, parce que ce qui était censé être loin, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le problème des outre-marins en France, alors qu'ils étaient censés rester chez eux, là-bas, dans tous ces horizons qui ont très souvent été l'objet de contradictions dont je parlerai très brièvement tout à l'heure. Donc, dans ce monde relié, et je considère que le thème d'outre-mer a une force sémantique d'autant plus intéressant qu'il est pluriel, parce qu'il peut s'adapter de manière dialectique, de manière totalement réciproque à toute une série de situations. Tu es mon outre-mer, je suis ton outre-mer. Dans le monde colonial, bien évidemment, comme on ne supposait en fait qu'une seule référence, qu'un seul point d'appui thématique qui était l'Hexagone ou l'Europe, on a considéré les outre-mer comme étant les ailleurs. Mais pour les ailleurs aussi, l'Europe, la métropole, était un outre-mer. Comme nous l'a si bien dit d'ailleurs le roi du Cambodge, quand il est venu il y a quelques semaines ici, dans cette institution où il a très profondément parlé d'ailleurs de ce qu'a représenté pour son enfance et pour la civilisation khmer et cambodgienne dans son ensemble, le fait d'être un homme qui, de très loin, de ses confins qu'était à l'époque l'Empire khmer, l'Indochine, etc., qui voyait l'Europe, la France, la métropole comme un horizon inatteignable. Donc, il me semble personnellement que le thème d'outre-mer aujourd'hui, curieusement, dans le contexte géopolitique et le grand désordre qui partout s'installe, l'approche de cette identité ultramarine, elle offre une singulière complexité, parce que sa singulière et son indéniable profondeur historique plonge dans des inégalités, dans des préjugés hérités de logiques coloniales, hégémoniques, hiérarchisantes, qui façonnent encore négativement les esprits aujourd'hui. Il ne faut pas le nier. C'est un combat, comme disait Césaire, c'est un combat à découvrir, à mener. Et je crois bien qu'on se rend compte
comment dans la société française, mais pas seulement, j'habite maintenant l'Espagne, et j'étais il n'y a pas très longtemps dans la ville de Melilla, peut-être le nom vous est un peu connu, parce que c'est l'enclave espagnole au nord du Maroc. Et en arrivant à Melilla, très curieusement, j'ai senti un air très étrange. Je me suis dit, mais je connais ça. Il y a une espèce de syndrome qui circule, c'est l'outre-mer. Et quand j'ai dit, je devais présider une conférence, et quand je leur ai dit que je me sentais chez moi, parce que j'étais outre-mer, ils ont été surpris. J'ai dit, oui, vous appelez, vous, l'Espagne, la péninsule, parce que nous, on appelle la France l'Hexagone, on ne peut plus l'appeler la métropole aujourd'hui. Mais c'est la même chose. J'ai senti qu'il y avait dans la relation ultramarine de Melilla avec l'Espagne des choses qui me rappellent mon enfance en Guyane, où effectivement, la référence est ailleurs. Ça veut dire qu'on se construit par rapport à un ailleurs tout en sachant profondément, parce qu'on en a expérimenté. Moi, j'ai un souvenir d'une Guyane édénique, la Guyane que j'ai connue, où il y avait 50 000 habitants pour un territoire grand comme le 5e de la France, ou quelque chose comme ça. Donc, cette question ultramarine en France ne doit pas se considérer comme une question close à l'espace français. Elle doit se considérer comme une question mondiale et une question européenne aujourd'hui. Parce que des ultramarins vivant dans les métropoles ou d'ex-métropolitains vivant dans les colonies ou ex-colonies, il y en a partout dans le monde. Donc notre cas n'est pas exceptionnel, notre cas n'est pas rare, notre cas est une catégorie particulière de connectivité géopolitique qu'il faut prendre comme telle. Bon, sur un tel sujet, je vais donc essayer d'avancer parce que je sais que le temps va être court et sur ce sujet, il y a tant à dire. Donc je reviens à cette question, à part entière ou entièrement à part. Et la question que je me pose, c'est de quoi cette spécificité est-elle le signe? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'on a abouti en France à une intégration post-coloniale ou décoloniale et que ces rapports autrefois complexes, comme le dira tout à l'heure Madame le ministre, dans son exposé, cette question est le signe d'une capacité française de se définir comme un pays de la diversité, avec des critères nouveaux qui correspondent à ce que nous impose le nouveau paradigme mondial. Il ne s'agit pas de se poser cette question, me semble-t-il, comme une question qui ne concerne que la France. Il faut le comprendre comme quelque chose qui nous ouvre au monde et qui représente pour la France une extraordinaire richesse. Moi, j'ai toujours vécu personnellement le fait d'être de l'outre-mer comme une richesse. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Je sais que beaucoup de mes compatriotes, qu'ils soient guyanais, antillais ou d'ailleurs, ont vécu de manière un peu différente. Moi, j'ai toujours considéré que c'est un plus et que j'avais plus que l'Hexagone. Je me suis toujours vécu comme étant... J'ai des souvenirs très anciens qui remontent à mon enfance dans une école maternelle de la rue du Capitaine Lagage dans le 17e arrondissement à Paris, où j'avais été victime par des petites copines qui m'avaient un peu tapé dessus, etc., et qui m'avaient dit des propos pas très agréables à l'époque, fortement racistes et fortement discriminatoires. Et j'avais eu la chance d'avoir eu, entre autres de ma mère, le message de me dire « Attention, te le dis, c'est parce que tu as plus, c'est pas parce que tu as moins, c'est parce que tu es plus. » C'est parce que tu peux parfaitement adopter et connaître en profondeur ce qui constitue ce pays, et sa grandeur et son récit, son roman national, mais tu as autre chose. En l'occurrence, moi j'avais l'Amazonie. Moi j'avais la chance de vivre et d'avoir traversé, à l'époque on le faisait en bateau, j'avais traversé les mers. J'étais partie de ma Guyane natale et j'étais arrivée en France. Non, je savais plein de choses que mes petites copines, gentilles, mignonnettes, petites franchounettes de 17e arrondissement, ne connaissaient pas. Mais moi, je connaissais le monde et j'ai vécu toute ma vie de diplomate, etc., en ayant la conviction et la certitude que je pouvais comprendre de l'intérieur plusieurs mondes, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés et qui n'est pas toujours le cas en France, où on a tendance à s'ouvrir aujourd'hui, Dieu merci, mais on sait très bien quelles sont les difficultés que représentait une société coloniale ou post-coloniale. Donc, ayant vécu cela comme une richesse, et j'avancerai, parce que je sens ma chère amie qui regarde son... Donc, je pense que je suis passée, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, donc, je crois que, donc, résider aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, le monde change, nous avons longtemps pensé la question coloniale comme étant obsolète. Nous l'avons pensé comme étant un passé.
Nous avons pensé que la Déclaration des peuples ne disposait d'eux-mêmes, que les Nations Unies, que le droit international, etc., ne nous préparait pas aux surprises que nous a réservé M. Trump, par exemple, avec sa décision tranquille, de sa force qu'il pense avoir à ce qui lui permette de dominer le monde, de prendre, de s'accaparer d'un territoire, comme il a voulu jusqu'à hier. On ne sait pas ce que sera après-demain ou demain, mais jusqu'à hier, il a voulu prendre le Groenland. Il me souvient que parmi les dossiers que j'ai gérés aux Nations Unies, il y a eu notamment, je me suis occupée de la décennie internationale des peuples autochtones, et je voyais arriver des responsables des Groenlandais, des Inuits du Groenland, avec qui je me retrouvais, c'est pareil, dans une extraordinaire connectivité sur cette question de l'outre-mer. Leur outre-mer à eux était danois, mon outre-mer à moi était français, ils étaient à l'Arctique, moi je venais de l'Équateur, mais quelque part nous partagions la même réalité, et cette question dialectique de cette notion de l'outre-mer est essentielle parce qu'elle ne peut qu'enrichir la France. Elle ne peut que faire de la France aujourd'hui confrontée aux enjeux que nous connaissons et à la présence en France de plus en plus significative d'autres cultures, non pas seulement théoriques et lointaines, mais vécues dans les quartiers, nous nous rendons compte à quel point l'apport de l'outre-mer est essentiel, parce que nous pouvons être justement le point de connectivité entre le dedans et le dehors, entre le passé et le futur, entre la citoyenneté pleine et ses devoirs et la citoyenneté pleine et ses droits, qui doivent être en connectivité totale, un enjeu que nous devons développer. Alors, le poids de l'histoire, je viens de mentionner le poids de l'histoire, mais il est très lourd, nous le connaissons, le poids de l'histoire. Cette maison le connaît, le poids de l'histoire. Il est évident que l'outre-mer, aujourd'hui, donc les DOM, en l'occurrence, je vous rafraîchis la mémoire à ceux qui ne le connaissent pas, la Guyane a été française depuis 1604, la Martinique et la Guadeloupe en 1635, la Réunion en 1663. Donc c'est une vieille histoire, c'est une longue histoire, c'était d'autres critères, c'était d'autres maniants, c'était d'autres rapports à la géographie et à la relation à l'espace dans le monde. Le poids de l'histoire, donc, évidemment, a créé, parce qu'on ne peut pas, effectivement, séparer les ultramarins en France de l'outre-mer, où ils se trouvent, en l'occurrence dans ces territoires dont nous avons parlé. La Guyane équatoriale, les Antilles tropicales, Mayotte avec son merveilleux lagon que je ne connais pas, que j'espère connaître prochainement, la Réunion à l'océan Indien, Saint-Pierre-et-Miquelon dont on a parlé récemment parce qu'on s'est rendu compte que sa proximité avec l'Amérique du Nord risque de lui redonner un nouveau poids géopolitique compte tenu des bouleversements et autres tribulations que nous impose l'actualité mondiale actuelle. Donc on se rend bien compte que tous ces territoires évidemment sont partis du même modèle, qui est un modèle de colonisation et d'exploitation coloniale, mais évidemment chaque lieu a eu son histoire particulière. Chaque lieu a eu l'histoire des îles sucrières, qui étaient la Martinique et la Guadeloupe, qui était un enjeu absolument essentiel, parce qu'on a même, en gros, mis sur le poids de la même balance la Louisiane et la Martinique à une époque, n'est-ce pas? C'est sous Louis XV, n'est-ce pas? Étaient différents en fonction de... La Guyane a toujours fait peur, parce qu'à l'époque, on n'aimait pas beaucoup la forêt, maintenant on commence à l'aimer un peu, mais à l'époque, la forêt amazonienne, moi, toute mon enfance a été pleine de... Ah, la forêt! On voyait arriver des missionnaires qui ne passaient jamais le cap, ils disaient on va se faire manger par les serpents, les caïmans, les machins, etc. Et toute l'idée, le bagne n'a d'autre justification que d'avoir exploité d'une certaine façon comme lieu de répression nationale que ce qu'on croyait être l'enfer absolu de l'enfer amazonien. Par contre, la Réunion a une autre histoire. En ce moment, je vous conseille vivement d'aller voir ce film, Fursi, né libre, qui a, à mon avis, comme qualité d'ouvrir le champ de cette question, puisque le personnage principal se trouve être le fils né libre d'une indienne de Chandernagore, et qu'il est libre, pourquoi? Parce que les contradictions, comme nous le savons, étant quand même un peu la ligne de front, la ligne de frappe de l'espace colonial, être esclave dans une colonie,
se justifiait. Par contre, dès qu'il posait le pied sur le territoire français, il était libre. Donc la mère de Furcy en l'occurrence. Donc ça pose toutes ces questions, j'en parle parce qu'elles sont présentes. On ne va pas effacer l'histoire d'un coup d'éponge. Toutes ces questions, quand on parle de l'outre-mer, ont leur poids. Le passé est un poids. Donc il faut l'assumer et il faut qu'un certain nombre de réalités soient dites. Il faut qu'on réfléchisse aux modèles territoriaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et quelle honte, pardon, c'est la honte absolue. Pardonnez-moi. Voilà. Bon, alors, je vais avancer en disant que toute cette histoire est une histoire douloureuse. On parle toute la question de la traite, de l'esclavage, toute la question des constitutions particulières. J'ai parlé du bagne en Guyane. On se souvient aussi d'une autre histoire, celle de la lutte pour les libertés, celle du marronnage, celle qui fait que le combat des abolitionnistes en France a rencontré le combat des ultramarins qui, outre-mer, et les exemples sont là pour en parler, ont alimenté une idéologie de résistance et aussi le thème d'un certain nombre de retours nostalgiques, dont le retour à l'Afrique, par exemple, comme terre d'origine, terre de libération. Moi qui ai une grand-mère amérindienne en Guyane, et je suis donc très heureuse que aujourd'hui encore la Guyane ait cette richesse-là qui a disparu dans d'autres territoires ultramarins. Le processus d'émancipation des ultramarins dans l'Hexagone a été très long. Donc, au 18e, on peut dire qu'il a commencé au 18e, avant la présence était anecdotique, il y avait pratiquement très peu d'ultramarins qui arrivaient ici. Au XVIIIe siècle, il a commencé avec toute une série de destins individuels quand même, qui sont emblématiques, parce qu'on se souvient du chevalier Saint-Georges, plus tard on a parlé d'un personnage comme Dumas, on a lu Baudelaire et le mythe de la belle créole, etc., les paradis tropicaux. Enfin bon, la présence culturelle de l'ultramarin en France s'est manifestée très tôt. C'était l'ailleurs. Et cet ailleurs était l'ailleurs de la domination, mais était aussi très souvent l'ailleurs du rêve, l'ailleurs de l'ouverture au monde et à l'autre. Et cette dimension-là, Dieu merci, a soulevé très tôt une très forte solidarité ici. Ce qui fait qu'on peut effectivement penser que nous sommes victimes d'une histoire double, une histoire qui a opposé, mais une histoire qui a marié, une histoire qui a uni la volonté d'explorer en quelque sorte, avec cet outre-mer, d'explorer le monde, d'explorer l'autre, d'explorer l'extranéité, d'explorer l'altérité. Et je continuerai en disant aussi que la grande histoire donc du XVIIIe siècle rencontre la Révolution française. Nous savons ce qui s'est passé avec la fameuse abolition du 4 février 1994, 16 pluviose en 2, malheureusement révoquée par Napoléon en 1802, semble-t-il sur les conseils d'une ultramarine, parce que Joséphine Tacher de Beauharnais était ultramarine, que je sache, et il semble-t-il qu'elle a quand même joué un rôle relativement important dans le lobby économique qui a poussé Napoléon, voyant la ruine des plantations, à rétablir l'esclavage. Puis ensuite, le 19e siècle s'écoule, les luttes pour l'abolition ont marqué profondément le rapport entre les lointaines colonies et la lointaine métropole, et un certain nombre de préjugés coloniaux, malheureusement, se sont implantés. Et ces préjugés avaient des dimensions, avaient des origines ethniques, parce qu'évidemment, très souvent, les ultramarins étaient un peu colorés. Ils arrivaient de leur sauvagerie ethnique lointaine. Mais en même temps, il y a eu un grand métissage. Et je vois que Mme Georges Pollenvel me fait signe que je parle un peu trop. Donc je terminerai en disant, parce qu'effectivement, je vais arriver... Pas encore arrivé. Bon. Donc je vais mentionner, puisque j'ai commencé par parler d'Aimé Césaire, c'est vrai, je pense que j'ai évoqué Césaire comme étant la pointe émergente d'une énorme énergie qui a fait en sorte que les combats des hommes et des femmes de l'outre-mer ont rencontré les combats des gens ici, des Français épris.
épris de liberté, épris de justice, épris d'égalité. On se souvient des surréalistes, par exemple, poussant un cri, André Breton, ne visitez pas l'exposition coloniale, quand en 1931, il y a eu ce déploiement absolument abject, quand même, aujourd'hui, quand on y repense, de ce qu'a été cette exposition coloniale au parc de Vincennes. Mais en même temps, on voit aussi comment tous ces combats menés pour l'autre, la négritude, qui, je le précise, n'était pas une question ethnique. Et Césaire n'a pas dit noiritude, il a dit négritude, c'est-à-dire il se référait à une historicité qu'il fallait combattre, point très important. Je pense que tous ces combats, ensuite, on a vu revenir, on a vu émerger des femmes extraordinaires, les sœurs Nardal, par exemple, qui ont ouvert, dont je crois qu'il y a aujourd'hui à Paris un lieu dédié à Paulette Nardal et à ses sœurs. Et il y a eu aussi toute une série de personnages, Amélie Stress Solitude, toute une série de femmes de l'outre-mer qui ont joué un rôle particulièrement important pour moderniser, et qu'on se rend compte aujourd'hui que la question reste ouverte et que le combat est encore ouvert. Alors, la question raciale, les droits civiques, la question de la justice, de l'égalité, nous savons que c'est un combat, donc qui continue. Nous savons qu'il y a de grandes avancées, nous savons qu'il y a de grandes solidarités, mais je crois qu'il faut une grande vigilance, une grande honnêteté, une grande lucidité. Il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a eu des problèmes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, mais des milliers de fois dans ma vie, de ne pas relever par des gens que j'aimais, des propos franchement abjects, qui voulaient quelque sorte me ramener à une espèce d'infériorité qui semblait normale parce que venant de l'outre-mer et parce que n'étant pas physiquement ce qu'on pouvait attendre de la citoyenneté classique à part entière. Je n'en citerai qu'une avant de passer à ma conclusion. Quand j'ai terminé des fonctions diplomatiques à Brasilia, à l'ambassade de France à Brasilia, où j'ai eu des fonctions importantes de conseiller, machin, chef, etc., peu importe, l'ambassadeur chargé de me faire ma notation de fin de mission m'appelle dans son bureau, il me dit venez Annick, je vous ai fait votre note, vous allez voir. Et j'ouvre son truc et je vois qu'il écrit quand elle a été nommée nanana, Annick avait contre elle un triple handicap. Premièrement, elle était femme, elle était jeune, elle devait gérer là. Deuxièmement, elle était femme, et enfin, elle était originaire d'un département d'outre-mer et non de la France métropolitaine. Ensuite, il me couvrait d'éloges en disant que j'avais transformé tout ça, j'avais fait un truc fort. Et moi, je n'ai vu que cette phrase, évidemment, qui était discriminatoire, qui aurait pu justifier aujourd'hui même que je l'accuse, que je ouvre un procès contre lui aujourd'hui. Je pourrais le faire. Je ne l'ai pas fait à l'époque, mais je suis restée tellement sidérée qu'il fallait qu'il mentionne à la fin de 4 ans de responsabilité que cela comme un handicap. Moi, je l'avais vécu comme une richesse. Nous étions au Brésil, j'étais née en Guyane, vous imaginez, pour moi, c'était du pain béni. J'étais complètement chez moi, et d'ailleurs, les Brésiliens l'ont bien compris. Et je me souviens d'avoir poussé la porte de son bureau et de l'avoir rouvert brutalement, au risque de le faire tomber. Il a d'ailleurs, je lui ai dit, c'est la phrase qui m'était arrivée en tête, si j'avais été périgourdine, est-ce que vous l'auriez mentionné ? Je dirais enfin que cette réflexion m'amène à vous dire que le rôle de l'outre-mer me semble crucial, et des ultramarins crucial, pour la modernité et la pacification de la société française. Un certain nombre de très grands esprits de l'outre-mer, j'ai parlé Césaire, mais je pourrais parler du tout-monde d'Édouard Glissant, par exemple, ont réfléchi autrement et sont venus enrichir d'une manière absolument considérable la capacité de la France, de l'Europe et même de l'Occident tout entier, je voudrais dire, sur la manière d'appréhender le monde, d'accepter le monde dans sa profonde diversité. Pas seulement la société française, mais la société française dans sa diversité, dans un monde pluriel qui de plus en plus va se réclamer de cette pluralité. Alors, je crois que cette capacité de l'outre-mer a un rôle important, social, économique, politique. Je crois aussi qu'il a un rôle fondamental, c'est un rôle d'humanisation. C'est une façon c'est l'un, pour la société française aujourd'hui, c'est l'une des communautés qui doit être confortée dans sa capacité de proposer un autre modèle, de proposer une autre approche de modernité où on accepte l'histoire, où il faut l'accepter,
où on la connaît, on l'approfondit, mais aussi où on l'ouvre de plus en plus à ce que désormais notre époque ne nous pardonnera pas, compte tenu des enjeux géopolitiques et des graves problèmes que notre société devra, notre monde dans son ensemble, affronter dans les années qui viennent, ne nous pardonnera pas de commettre d'autres erreurs. Donc, je dirais à cette noble assemblée, à mon ami et Madame la Présidente, à Monsieur le Président, que tout ce qui pourrait être fait pour pouvoir faire prendre cela dans sa profondeur, mais dans ses possibles, soit fait. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette relation et cette mise en garde et cet invite également, bien évidemment. Merci beaucoup. Chère Annick, Madame la Ministre, je vous invite à prononcer votre communication sur l'état actuel ou plus récent, justement, de cette situation. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Après le panorama que vous adressez, Annick, sur la présence des ultramarins dans l'Hexagone depuis le XVIIIe ou XIXe siècle, là, on va recentrer sur la période plus récente. Parce que, comme elle vous l'a dit, effectivement, ceux qui venaient dans l'Hexagone avant étaient principalement des intellectuels, peut-être quelques fonctionnaires, mais c'était un nombre assez réduit. Et des aristocrates, bien sûr, évidemment, quand on pense au chevalier de Saint-Georges, ce genre de choses. Mais après, ce qui a changé significativement, c'est pas le changement de statut, parce que la départementalisation, au fond, n'a pas été quelque chose qui a changé sur la venue des Antillais réunionnais dans l'Hexagone. Je dirais même que, au fond, ce qui a changé une première fois, ce sont les guerres. Parce que les ultramarins sont venus assez nombreux, première et deuxième guerre, pour pouvoir défendre la mère patrie. Et donc, là, ils ont vu qu'on pouvait vivre là-bas, qu'on pouvait se rendre, être apprécié d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous sommes allés visiter le Chemin des Dames, bien moi, j'avais toujours entendu parler du Chemin des Dames, mais je n'avais pas fait la relation avec l'outre-mer. Et quand on est allé au Chemin des Dames, on s'est aperçu qu'une grande partie de ces soldats qui avaient été massacrés dans les assauts successifs pour prendre ce Chemin des Dames, eh bien, c'était des ultramarins. Et d'ailleurs, dans les villages autour, on voit qu'il y a des rues de la Guadeloupe, des rues de la Martinique, et que donc les habitants se sont bien rendus compte du rôle qu'avaient pu jouer les soldats d'outre-mer dans leur libération. Donc ça, après la guerre, justement, au fond, les gens ont été traités d'égal à égal par leurs frères d'armes. Et par conséquent, au retour au pays, le fait de se retrouver sur une société qui était un petit peu vieillotte, sclérosée, pleine de hiérarchie sociale et raciale, était quelque chose que beaucoup de gens ont mal vécu. Et on a pensé que la départementalisation allait changer ça. Mais il se trouve que la départementalisation a été lente à se mettre en place. Et elle a été lente surtout à procurer des bénéfices aux gens. On avait toujours une société qui était assez clivée sur le plan social et racial. Évidemment, les blancs descendants des anciens planteurs au sommet, les noirs nombreux à la base, ouvriers agricoles plutôt dans la grande pauvreté, et les métis, les mulattes comme on dit souvent, avaient les rôles intermédiaires, petits fonctionnaires, commerçants, etc. Et donc la société, elle était comme ça. Et la grande majorité de la population était extrêmement pauvre. Et c'est ce qui explique pourquoi, en 1959, à la Martinique, il y a eu des émeutes très violentes pour un motif qui était finalement un motif, au fond, assez mineur. Vous avez un accident entre un métropolitain qui, en garant sa voiture, renverse le scooter d'un Martiniquais. Donc les deux personnes, évidemment, s'insultent, ils en viennent aux mains, et puis finalement, ils se rendent compte que c'est ridicule. Donc, ils vont à l'hôtel qui est sur la savane prendre un pot. Mais pendant ce temps-là,
étant donné que la place de la Savane était pleine, c'était un dimanche après-midi, il y avait énormément de monde, il y avait un concert, donc il y avait beaucoup de monde. Et quand ils ont commencé à se disputer, à se battre, ça s'est répandu. Et par conséquent, le reste de des gens qui étaient là ont commencé aussi à s'énerver. Là-dessus, de l'hôtel part un coup de fil pour prévenir la police et notamment les gendarmes de ce qui se passe, qu'il y a des événements sur la Savane. Et donc, arrivent sur la place de la Savane des CRS en quantité et qui commencent à taper sur tout le monde et à repousser la foule. Là-dessus, évidemment, les gens ne se laissent pas faire, surtout qu'il y avait dans la foule qui se promenait là, il y avait des militaires. Donc, les affrontements commencent. Et comme le coup de fil qui avait prévenu les CRS est venu de ce fameux hôtel Europe, eh bien, les gens se sont retournés vers cet hôtel Europe et ont commencé à le caillasser. Il faut dire que cet hôtel était aussi le lieu où avait son siège l'amicale des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord. Et par conséquent, dans les années 59, vous voyez, les gens qui revenaient d'Afrique du Nord n'étaient pas forcément toujours extrêmement prêts à comprendre les subtilités des sociétés antillaises. Donc, premier soir où tout le monde, agitation, bagarre, voitures renversées, etc. Le lendemain, les mêmes CRS reviennent et paradent un petit peu dans la ville avec leurs armes, etc. À nouveau, agacement de la population. Et le soir, à nouveau, émeutes, des voitures brûlées, incendiées. Et ce soir-là, ce qui est grave, c'est qu'il y a deux jeunes qui meurent. Deux jeunes qui meurent. Et par suite, à partir de là, on ne tient plus rien. Le lendemain, toute la ville est dans tous ses états et il y a des morts, un nouveau mort et évidemment beaucoup d'exactions, d'immeubles brûlés, de voitures. Alors ça, pour vous dire que finalement, on est parti d'un incident qui était un incident relativement mineur. Et pourquoi ça a pris ces proportions ? C'est parce que vous aviez d'ores et déjà à la Martinique une population qui était en perte de repère, une quantité de jeunes qui étaient pauvres et qui par conséquent étaient à cran de toute manière. Donc c'est à partir de ces événements de 59 à la Martinique, c'est là que le gouvernement s'est dit il faut faire quelque chose. Et donc comme il y a une population où il y a énormément de jeunes sans solution, au même moment dans l'Hexagone, il y a une économie qui était repartie et qui avait besoin de bras. Donc, la solution était simple, on allait organiser la migration à partir des Outre-mer. Et alors, c'est ce qui a été fait, et c'est comme ça qu'on a créé des outils particuliers pour faire venir les gens des Antilles et de la Réunion, peut-être moins de la Guyane, parce que la Guyane étant moins surpeuplée, le besoin était peut-être moins grand. Mais du coup, c'est là qu'on organise cette structure qu'on appelle le Bumidom, qui est une structure, on appelait ça une société d'État, et qui avait comme mission de faire partir les gens des quatre dômes. Alors, je vous dis ça parce qu'il me semble que cette politique a donc été vraiment conçue comme ça pour pouvoir apaiser la situation dans les Antilles et essayer d'avoir de la main-d'œuvre ici dans l'Hexagone. Et avec ce fait qu'il y avait une place spécifique pour les main-d'œuvre ultramarines. Parce que les étrangers qui venaient aussi nombreux à cette époque étaient beaucoup dans le privé, dans l'industrie, dans les usines. Alors que les ultramarins, comme ils étaient français, ce que n'étaient pas à l'époque les étrangers, ils avaient une place attribuée dans la petite fonction publique. Et c'est comme ça qu'on a rempli les PTT, les hôpitaux, les écoles, avec toutes les gardiennes d'immeubles à Paris sont encore souvent, les gardiennes d'école sont encore souvent d'origine antillaise. Et donc, on a donné cette mission, en quelque sorte, de faire venir des gens qui avaient une place spécifique sur l'échiquier du travail dans l'Hexagone. Et ça a marché, parce que les chiffres du Bumidom sont assez considérables. On a fait venir quasiment, je crois, 160 000 personnes, dont 85 000 Antillais. Alors, si vous rapportez les 85 000 Antillais à la population de l'époque, où il y avait à peu près 220 000 personnes par île, ça vous montre que ça a été quand même quelque chose de considérable que ce déplacement organisé. Et à l'arrivée, donc évidemment, le Bumidom leur payait le billet pour venir, les accueillait à l'arrivée, leur donnait aussi des petites aides au démarrage et finalement fournissait une sorte d'accompagnement. Donc, le Bumidom a été détesté par des générations d'Antillais. Pour eux, c'était vraiment le symbole de l'exil. Mais moi, avec le temps, je me dis que c'est comme si on casse le thermomètre, vous voyez. Ce n'est pas le Bumidom en soi qui est le problème. Le problème était d'avoir dû partir loin
pour pouvoir gagner sa vie. C'était ça qui faisait que les gens souffraient. Ce n'était pas le bimidum en soi. Le bimidum a été plutôt quelque chose qui a atténué les difficultés, parce que si vous prenez la situation de tous les Antillais qui sont partis en Angleterre et qui étaient recrutés directement par les entreprises sur place, eh bien, finalement, à leur arrivée, ils ont vécu beaucoup plus durement l'exil que les migrants venant des Antilles ou de la Réunion. Donc, aujourd'hui, mais comme de toute façon, on était... c'était le symbole de l'exil, le bimidum. Et donc, quand nous sommes arrivés en 82, quand la gauche est arrivée au pouvoir en 82, évidemment, l'idée a été de démanteler le bimidum. Et donc, il faut dire aussi que la situation économique en France avait un peu changé. En 1974, vous vous souvenez, il y avait une fermeture pour les migrants étrangers du temps de Giscard. Et par conséquent, quand la gauche est arrivée en 82, elle a décidé que le rôle du bimidum pour faire venir des gens allait être mis sous le boisseau et qu'on allait plutôt s'occuper d'intégrer les personnes qui étaient sur place. Et c'est ainsi qu'a été créée l'ANT, l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, qui a joué un rôle social plus important, qui a subventionné les associations qui pouvaient faire une action culturelle ou sociale et qui aussi a créé quelque chose qui était extrêmement populaire, qui a été de subventionner des billets pour que les gens puissent retourner de temps en temps en vacances au pays. Puisque les fonctionnaires avaient la possibilité de rentrer tous les 3 ans, mais les gens du privé non. Par conséquent, le bimidum, l'ANT a mis ça en place. Donc, au fil des années, non, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la Réunion, en revanche, n'a pas accepté cette évolution du bimidum. Parce qu'à la Réunion, on avait encore une forte poussée de jeunes qui arrivaient. Et les élus se disaient que s'ils continuaient à avoir chaque année un nombre incalculable de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail sans qu'ils aient de solution, ça allait être aussi une situation explosive. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où le bimidum s'est en quelque sorte recentré sur la migration de personnes plus qualifiées et la formation, la Réunion a décidé d'admettre un système parallèle. Et c'est ainsi que les élus de la Réunion ont créé une association qui s'appelle le CNARM, qui s'est mise à faire venir dans l'Hexagone des personnes non qualifiées pour qu'ils puissent travailler. Et alors, comme justement l'idée était surtout de dire il faut faire partir les jeunes, eh bien, ils venaient pour n'importe quoi, pour faire les vendanges, pour un contrat de CDD de quelques mois, etc. L'idée était vraiment de les faire partir. Je me suis souvent dit d'ailleurs qu'être jeune à la Réunion à ce moment-là, ça ne devait pas être évident, puisque quel que soit l'endroit où vous alliez, la mission locale, conseil départemental ou autre, le message qu'on vous délivrait était partez, 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 partez. Et donc, on les a fait partir un peu partout, dans l'Hexagone bien sûr, beaucoup dans le sud de la France, au Québec, au Canada. En fait, vraiment, durant des années, le CNARM a continué à faire venir pas mal de gens. Et aujourd'hui encore, grosso modo, c'est à peu près 2300 personnes que fait partir chaque année le CNARM, même si aujourd'hui, la situation démographique de la Réunion s'est un peu améliorée. Bon. Alors, je ne vais pas vous parler des Mahorais parce que c'est M. Atouman qui va le faire, mais je voudrais vous signaler qu'on a aussi quelques Océaniens, pas beaucoup, mais c'est à peu près 5% des ultramarins qui sont en métropole. Et donc, moitié, donc à peu près 17 000 nés en Polynésie, 17 000 en Nouvelle-Calédonie et quelques-uns de Wallis. Mais les Océaniens, vous avez soit quelques-uns qui viennent faire des études, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent dans le cadre de l'armée. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup d'Océaniens dans des régions où il y a de l'armée ou la marine. Ainsi Toulon ou la Gironde ou le Finistère. Donc, ces populations qui sont arrivées et qui se retrouvaient évidemment un peu isolées, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont beaucoup créé d'associations. Je vois ici un certain nombre de présidents d'associations qui sont au travail depuis de longues années, et heureusement qu'elles ont existé. Parce que, évidemment, nous, et beaucoup d'intellectuels se moquaient un peu de ces associations, on les appelait associations balboudins. Parce qu'elles faisaient des soirées au cours duquel on mangeait les plats du pays, le boudin, et on dansait les airs du pays. Bon. Et on s'est beaucoup moqué de ça. Mais en même temps,
Moi, je pense que ça a joué un rôle essentiel dans l'insertion des populations antillaises. Parce que non seulement ça leur a permis de vivre un peu, de garder un petit peu les souvenirs du pays, de garder une forme d'identité, de souvenirs festifs, mais ça a permis aussi d'expliquer aux autres qui ils étaient. Et ça a joué un rôle de médiation, me semble-t-il, avec la population d'accueil, qui n'est pas du tout négligeable. D'ailleurs, aujourd'hui, les associations sont beaucoup moins nombreuses, sont beaucoup moins actives, et je crois que c'est la preuve, au fond, qu'on a passé à autre chose. On a passé un cap, et par conséquent, on a moins besoin de ces associations, d'autant que les jeunes, la deuxième génération, elle vit les choses assez différemment. Je crois que peut-être, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a peut-être pas la même conception identitaire, mais, enfin, solidité identitaire, mais en même temps, ce qui importe aujourd'hui, c'est de se dire que l'association, qui était une sorte de SAS, au fond, aujourd'hui, est moins utile, parce que beaucoup d'ultramarins sont rentrés dans les conseils municipaux, même dans les conseils départementaux. On a même une députée du Val-de-Marne qui est martiniquaise. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on voit que ces populations qui étaient très en marge, très organisées en marge, au fond, petit à petit, eh bien, elles sont rentrées dans le système de la vie sociale de l'Hexagone. Et je crois que ça nous prouve, justement, comme je disais, que cette société a changé. Parce que cette société qui, au fond, était un petit peu quand même monolithique, bon, au fond, aujourd'hui, elle est obligée d'admettre qu'elle est plurielle, qu'elle est diverse. Et il me semble qu'au fond, c'est une période qui est tout à fait intéressante. Durant longtemps, et Annick l'a rappelé, pour les gens qui étaient dans les Outre-mer, le territoire de la France était d'abord le territoire des droits de l'homme, le territoire où l'esclave était affranchi, comme nous le rappelle effectivement l'histoire de Furcy. Mais aujourd'hui, et alors quand on est arrivé, effectivement, cette espèce de mythe de l'Hexagone s'est beaucoup effrité, mais au fond, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une période où cet idéal est peut-être, malgré quelques prophètes de malheur, est peut-être en train d'avancer et d'être en train de se réaliser. Donc je crois qu'on peut l'espérer en tout cas, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Maintenant, je donne la parole à monsieur Atouba. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère coordinatrice, et Monsieur le délégué, vous avez la parole. Merci. Merci bien. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de nous souhaiter à tous une bonne, heureuse année 2026, qu'elle soit source d'accomplissement pour de nombreux sujets qui nous concernent et surtout qu'elle nous préserve au niveau de la santé pour qu'on puisse poursuivre nos actions. Et dans un deuxième temps, dire un merci infini à Madame la Ministre, Georges Paul-Angevin, d'avoir pensé à m'inviter pour cette conférence, parce qu'effectivement, il y a ce sentiment pour Mayotte, la plus jeune au niveau des départements, souvent de se retrouver marginalisée. Et donc, merci infiniment, Madame la Ministre, de nous permettre d'avoir la parole et surtout de pouvoir répondre effectivement au sujet de la migration des Mahorais, qui est effectivement, comme la problématique a été posée, une migration plus tardive, mais qui est quand même devenue structurelle et qui est un enjeu stratégique pour la République. Alors en effet, la migration des Mahorais vers l'Hexagone est un phénomène connu,
mais encore insuffisamment nommée dans toute sa profondeur. Il s'agit effectivement d'une migration plus tardive au regard des autres territoires ultramarins, mais désormais massive, structurelle et sans aucun doute appelée à s'amplifier si nous ne la pensons pas comme un objet de politique publique à part entière. Il est vrai que l'actualité récente, notamment avec le phénomène climatique qui est passé chez nous, qui est Chido, qui a été suivi quelques semaines plus tard d'un autre phénomène qui a été dit qu'elle est dit, nous pousse à croire qu'effectivement, les choses vont s'amplifier. Déjà, quand j'ai pris mon poste il y a 2 ans à la délégation de Mayotte à Paris, c'était l'un des premiers sujets que j'ai évoqué avec mon exécutif, en leur faisant comprendre qu'effectivement, jusqu'à présent, on traitait de l'arrivée massive des étudiants, j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut s'attendre à ce qu'effectivement une bonne partie de la population, au regard du contexte actuel à Mayotte, cherche des solutions ailleurs, notamment ici en Hexagone. Donc, Mayotte, effectivement, est un territoire exceptionnellement jeune. Les données de l'INSEE et de l'INED convergent sur ce point. Près d'un habitant sur 2 a moins de 18 ans, ce qui fait de Mayotte le département le plus jeune de France. Cette jeunesse constitue une richesse considérable, mais elle produit aussi mécaniquement une pression très forte sur les infrastructures éducatives, de formation et d'emploi. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la migration des Mahorais vers l'Hexagone. Les chiffres sont clairs, le solde migratoire des natifs de Mayotte est fortement négatif. Entre 2012 et 2017, ce solde atteint 25 900 personnes contre 14 900 sur la période précédente. Cette perte concerne prioritairement les 15-29 ans, c'est-à-dire les jeunes en âge d'étudier, de se former et d'entrer sur le marché du travail. Autrement dit, Mayotte perd une partie de sa jeunesse active et de son capital humain en devenir. Ce n'est ni un ressenti, ni une impression, c'est un fait statistique consolidé par l'INSEE et analysé par l'INED. Ce point est essentiel pour comprendre le cas des Mahorais. Contrairement aux Antilles, comme cela a été dit ici, ou la Réunion, la migration mahoraise vers l'Hexagone ne s'est pas structurée dès les années 60. Elle est effectivement plus récente, liée à la scolarisation de masse, plus tardive. Pour information, la scolarisation de masse, on parle des années début 70, où il y avait quelques personnes effectivement qui avaient accès à l'école. Et fait suite derrière la départementalisation qui est arrivée en 2011, et puis plus progressivement l'accès des Mahorais au diplôme. Cette migration s'accélère très rapidement depuis une dizaine d'années. Et encore une fois, là, les travaux de l'INED et de l'INSEE montrent qu'une part très importante des jeunes nés à Mayotte connaît aujourd'hui une expérience migratoire hors du territoire, souvent dès la fin du lycée. En 2017, plus de la moitié des jeunes adultes nés à Mayotte vivaient hors du département, principalement en Hexagone. Nous sommes donc en face d'un phénomène récent dans son histoire, mais déjà massif dans ses effets. Donc, il est fondamental ici d'éviter toute lecture naturellement accusatoire. Mon propos ne doit pas être perçu en tout cas dans ce sens. Les jeunes Mahorais ne quittent pas Mayotte par désaffection. D'ailleurs, j'ai pour habitude, dans les politiques publiques que nous menons ici avec mon équipe à la délégation, de leur parler d'un GPS naturel que nous avons comme les tortues. Vous savez, nous avons une plage à Moya, à Mayotte, qui s'appelle la plage de Moya, où la plupart des tortues reviennent donc la plupart des jeunes Mahorais, je dirais jusqu'à une date récente,
quand on terminait nos études, ça qui a été mon cas au niveau du parcours, quand j'ai fini mes études, je suis rentré systématiquement à Mayotte. Malheureusement, ce cheminement est quelque peu bouleversé puisque le GPS est un peu, je dirais, perturbé. Et donc, il est fondamental, effectivement, de ne pas prendre mon propos comme un propos accusatoire. Il y a 3 déterminants majeurs qui ressortent clairement dans les analyses de l'INSEE et de l'INED. Le premier, qui est l'accès à l'enseignement supérieur. En 2022, les données montrent que davantage de bacheliers mahorais poursuivent leurs études en Hexagone qu'à Mayotte même. À vrai dire, l'histoire récente nous montre que l'université de plein exercice est arrivée en 2023. Et que c'est chaque année plus de 4000 jeunes, ça il faut le dire, bacheliers et poursuites d'études supérieures qui viennent ici en Hexagone, car l'offre est insuffisante. Donc, c'est une offre qui est limitée en nombre de places, en diversité de filières, mais aussi en continuité de parcours. Pour beaucoup de jeunes, partir est une condition de réussite et non un choix de confort. Le deuxième déterminant, c'est malheureusement le marché du travail qui est vraiment en forte tension. Les chiffres sont connus, mais doivent être rappelés. Le taux de chômage à Mayotte dépasse largement les standards nationaux. En effet, le taux de chômage à Mayotte, selon les principes du Bureau international du travail, se lève à 29%, soit le taux le plus élevé en France, alors qu'en Hexagone, il est autour de 7,7% actuellement. Le taux d'emploi est inférieur de près de moitié à celui de l'Hexagone. Seuls environ 12% des adultes disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur, contre plus de 30% en métropole. Il est vrai que l'exécuté du marché du travail à Mayotte fait que la plupart des jeunes qui sont diplômés, je parlais tout à l'heure de ce GPS naturel qui nous poussait à revenir naturellement dans le territoire pour exercer, en tout cas transférer les compétences qu'on avait acquises ici. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes, des jeunes qui voudraient bien retourner à Mayotte pour y exercer. Malheureusement, l'offre est insuffisante. Donc le troisième déterminant ici, c'est la structuration des parcours au niveau de la fonction publique. Ce n'est pas un fait nouveau, puisqu'il concerne globalement l'ensemble des territoires ultramarins. C'est un point qui est d'ailleurs souvent sous-estimé. J'ai eu l'occasion, Madame la Ministre, de demander votre soutien quand j'étais agent au sein de la Direction générale des Outre-mer. Donc nous avons de nombreux Mahorais qui passent des concours, et ça concerne donc les concours de l'enseignement, les forces de l'ordre, l'administration pénitentiaire, dont la réussite oblige ces personnes à venir poursuivre leur titularisation ici, en tout cas leur parcours de formation, et les affectations, les premières affectations, généralement se font en Hexagone. Cela crée un effet d'ancrage, on s'installe, on travaille, on fonde une famille, et le retour devient progressivement plus complexe. Et il est vrai qu'il y a quelques difficultés lorsque les demandes sont faites dans ce sens. Il y a beaucoup de demandes, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de retourner. Nous l'avons vu récemment dans l'actualité, aussi bien au niveau de la Réunion, mais également, j'ai eu à traiter de ces sujets quand j'étais à la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer, des fonctionnaires qui désiraient fermement rentrer au pays, en tout cas retourner pour être au plus près des familles, et puis surtout parce que certaines conditions faisaient que nous avons de plus en plus une population vieillissante au niveau des parents, donc être proche des parents pour pouvoir les accompagner. Donc cet effet d'ancrage, effectivement, fait qu'on s'installe, on travaille, et puis on fonde une famille, et le retour devient effectivement progressivement plus complexe.
Ce sont donc des effets de système et non des choix individuels isolés. Là où la question devient stratégique, c'est dans ces effets cumulés, car quand un territoire très jeune voit partir ses étudiants, ses jeunes actifs, ses diplômés, il court le risque de déséquilibre profond. Et j'ai eu encore une fois, je le rappelle, cette chance d'officier pendant 10 ans au ministère des Outre-mer, et je sais que c'est une problématique prépondérante pour nos collègues de la Martinique et de la Guadeloupe, qui ont vu effectivement des cohortes entières de personnes partir, et aujourd'hui sont dans la difficulté de pouvoir créer un équilibre d'organisation sociétale. Donc c'est un sujet, à mon sens. Alors Mayotte, on présente un phénomène différent, puisque nous subissons une forte immigration qui font qu'effectivement, à chaque fois qu'on lève la tête, on a le sentiment que les jeunes sont toujours là. Mais la réalité est tout autre. Ces jeunes partent et ne reviennent pas. Et ça pourrait, à moyen et à long terme, créer des difficultés, puisque les 3 conséquences majeures doivent être ici nommées. Donc c'est la raréfaction des compétences locales, notamment dans les secteurs essentiels, la santé, l'éducation, la sécurité, l'administration. Une difficulté à consolider des filières locales, faute de ressources humaines suffisantes. C'est effectivement le cas en novembre. Nous avons profité au sein de la délégation de Mayotte à Paris de la mise en place du salon Paris Emploi pour organiser un rassemblement des jeunes diplômés 2025-2026 mahorais au contact des entreprises mahoraises en direct ici pour faciliter l'intermédiation. Parce qu'on sait qu'il y a effectivement France Travail à Mayotte, mais la distance, les 10 000 km font que effectivement ils peuvent publier les offres sur les plateformes numériques, mais les jeunes ont besoin d'un contact réel pour comprendre effectivement où sont les enjeux, où on les attend. Donc ça nous a permis de réunir plus d'une centaine de jeunes et qui ont pu échanger en direct. On va reconduire cette démarche parce qu'on sait qu'à terme, on pourra matcher les possibilités de permettre à ces jeunes de rebondir sur le monde du travail à Mayotte. Donc, parmi ce déséquilibre profond, il y a effectivement un affaiblissement du cercle vertueux formation, emploi, développement, pourtant indispensable à la stabilisation du territoire, et c'est encore plus criant maintenant que nous avons eu ces 2 phénomènes cycloniques qui sont passés, où une mission interministérielle de reconstruction, de refondation est en cours. Donc la mission en elle-même ne suffira pas, il faudra des compétences, de la ressource humaine pour construire le territoire. Donc ce n'est pas un problème de personnes, c'est un enjeu de trajectoire collective. C'est ici que je souhaite déplacer le regard. L'enjeu n'est pas d'empêcher la mobilité. J'ai la chance d'être parent, voire même grand-parent. Donc on connaît l'engouement des jeunes, on ne peut pas les retenir. Donc on n'a pas l'intention ni la vocation d'empêcher la mobilité. Ça serait illusoire et contraire aux aspirations légitimes de la jeunesse. L'enjeu est d'en faire une circulation organisée des talents, ce à quoi on se déploie, en tout cas avec mon équipe, avec l'appui de mon exécutif. Donc cela suppose une politique publique globale, articulée autour de 4 axes. Accompagner les départs pour sécuriser les parcours dès l'origine, chose que l'on fait déjà. Sécuriser les trajectoires en hexagone. Madame la ministre, vous avez parlé tout à l'heure d'une chute ou d'une baisse du tissu associatif anciennement présent ici. Je peux vous assurer qu'au niveau de Mayotte, c'est tout l'inverse. Nous avons une fédération qui structure plus d'une centaine d'associations mahoraises et quelque part, c'est un peu mes bras armés, mes oreilles, mes bouches.
puisque chaque année, il y a une organisation pour accueillir les jeunes qui arrivent ici en Hexagone. Et grâce à ça, effectivement, on arrive à conforter, en tout cas, les nouveaux arrivants. Et ça permet également, effectivement, de maintenir un lien actif avec Mayotte. Créer également en tout cas, essayer de retrouver cette boussole, ce GPS naturel qui nous permettait de revenir. Donc, toutes ces actions, en tout cas, concourent à conforter l'arrivée, sensibiliser sur les enjeux, faire part, partager les informations concernant les besoins en compétences. Et ça aide naturellement à fidéliser un peu et on espère en tout cas pouvoir en récupérer quelques-uns. Donc il ne s'agit pas de communication mais de stratégie territoriale. Donc je dirais pour conclure, je voudrais formuler une idée simple. La migration des Mahorais vers l'Hexagone est un fait massif, tardif dans son histoire, mais désormais structurel. Elle est le produit d'effets de système, pas d'un désengagement, et elle peut devenir soit un facteur de fragilisation, soit un levier de développement. Moi, j'ai l'habitude de voir le verre à moitié plein, donc je penche pour le levier de développement. Donc, tout dépendra de notre capacité collective à penser la mobilité, non comme une perte, mais comme une ressource à organiser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Avant d'inviter peut-être Madame la ministre à venir à mes côtés pour peut-être coordonner, pour, j'allais dire, animer ces échanges avec nos académiciens et académiciennes et tous nos invités. Je voulais d'abord vous remercier, vous-même, monsieur le délégué, Madame Tebia-Melsan, pour ces témoignages tout à fait passionnants, qui nous montrent bien ce qu'on avait dit depuis le début, c'est que ce qui est important, c'est d'aller à la source de ceux qui savent, de ceux qui vivent et qui ont justement cette science, j'allais dire, chevillée, enracinée par l'expérience. Nous en tirerons peut-être quelques conclusions tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vous laisse peut-être animer cette séance et ces échanges à venir. Merci. Eh bien, je vois, nous avons dans la salle beaucoup de spécialistes de la question, donc peut-être qu'après ces mots introductifs, vous aurez envie de vous exprimer et peut-être aussi de témoigner sur ce que vous faites, comment vous voyez les choses, comment vous voyez la réalité et les perspectives du 6e Dôme. Allez-y, et puis n'hésitez pas à vous présenter. Même si on connaît, mais enfin bon. Merci beaucoup, Aurélien Siri. Donc, je suis conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes actuellement, et j'ai été pendant une dizaine d'années en poste à Mayotte, et notamment comme président de l'Université de Mayotte. Et donc, je vous remercie pour ces interventions, et je vais peut-être revenir sur la dernière, celle qui me permet de dire quelques mots en connaissance de cause. L'enseignement supérieur est un sujet important quand on parle de la mobilité des jeunes, et je voudrais un petit peu retracer l'histoire du centre universitaire de Mayotte devenu université de plein exercice. Il est vrai qu'en 2011, le centre universitaire a été créé, 400 étudiants ont pu être inscrits cette année-là. Par la suite, l'établissement s'est développé, a développé de nouvelles filières de formation, et pour devenir en 2023 une université de plein exercice, et qui accueille aujourd'hui un peu plus de 2000 étudiants. Malgré tout, c'est insuffisant pour absorber, cela a été dit à juste titre, le flux de jeunes bacheliers à Mayotte, autour de 4000 chaque année, et donc c'est tout à fait logique que face à l'absence de places disponibles sur le territoire, les jeunes cherchent à poursuivre leurs études, à La Réunion notamment, mais aussi et surtout dans l'Hexagone. Ce phénomène est connu, il est important. On essaye à Mayotte, quand je dis on, j'ai essayé, mais aussi je sais que mon successeur essaye aussi de le faire, c'est de
développer des places pour accueillir les jeunes, parce que l'on sait que le jeune Mahorais qui étudie sur son territoire a de meilleures chances de succès que s'il part étudier à l'extérieur. Pour des raisons assez simples, l'éloignement de sa famille, la découverte de l'Hexagone avec toutes les difficultés administratives, de logement et autres. Et donc c'est vrai que le postulat de départ que l'on retrouve dans chaque territoire ultramarin, de dire avoir son université, son établissement sur son territoire est un plus pour la réussite des étudiants. Je nuance un petit peu en disant c'est bien de pouvoir donner les clés dès les premières années de licence, par exemple, aux jeunes, mais il ne faut pas non plus les empêcher, parce que c'est bien aussi de pouvoir aller à l'extérieur, notamment pour poursuivre des masters, dans l'Hexagone, ce qui permet aussi à l'étudiant de s'enrichir, mais on sait que s'il a acquis les bases de licence sur son territoire, il est plus fort, il y a plus de chances de succès en master. Là où je veux en venir rapidement, c'est simplement de dire que l'absence de filière de formation qui conduit les jeunes à partir à l'extérieur du territoire n'est pas la seule explication. On a essayé de réfléchir à cette question-là à l'époque. Il y a aussi ce sentiment d'insularité. Et après le baccalauréat, c'est le moment où beaucoup de jeunes Mahorais ont envie de découvrir l'Hexagone dont ils ont entendu parler depuis longtemps sur le territoire qui est exigu. Et j'en veux pour preuve le fait que lorsque nous regardions à l'université de Mayotte les vœux des bacheliers via désormais Parcoursup, beaucoup de jeunes bacheliers faisaient le vœu de partir vers l'Hexagone quand bien même la filière de formation existait sur le territoire. Donc il y a à la fois une raison liée à l'absence de filière de formation, mais aussi cette volonté de découvrir autre chose, de sortir de cette petite île qu'est Mayotte. C'est le premier point. Désolé d'avoir été un peu long. Le deuxième point, je serai vraiment très rapide, c'est simplement dire qu'on a essayé de mettre en place à Mayotte, comme dans d'autres territoires ultramarins, le dispositif cadre d'avenir. Essayer de former des jeunes en dehors du territoire et d'essayer de les engager pour y revenir une fois ce dispositif. Ça a marché bien, mais on était sur des petites cohortes. On a fait du cas par cas avec l'appui des associations, ça a été dit, qui jouent un rôle essentiel pour la réussite de ces étudiants. Voilà les deux points sur lesquels je voulais revenir. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Oui, Monsieur Douglas. Monsieur. C'est vrai qu'il y a encore moins de... Vous êtes plus des ultramarins. Une vieille famille de Pondichéry, qu'on est venu au XVIIIe siècle. Et bon, je remercie Madame Paul Angevin, qu'on se connaît depuis quelques années, qui a fait un bon travail d'explication sur ce qui se passait aux Antilles, etc. Mais il y a peut-être quelques petites choses qui ont peut-être été oubliées, mais je pense que je vais aborder ces petits points. Bon, il faut parler aussi de l'esclavage, des milliers d'Africains qui sont partis dans les Antilles. Et puis aussi, après les esclavages, il a fallu remplacer, quand il y a eu la libération, la liberté des esclaves qui étaient originaires d'Afrique, qui ont été remplacés par les Indiens. Et là, c'est ça que je voudrais dire un petit mot dessus, parce qu'on ne parle jamais des Indiens qui ont été embarqués de Pondichéry, de Mahé, de Yanaon, de Chandernagor et de Carical. Ce sont les 5 anciens comptoirs français. Nous sommes originaires de là. Et depuis des années, puisqu'on n'a jamais connu la France, on a connu la France quand je suis arrivé ici pour faire des études après coup. Mais pour vous dire, si vous voulez, qu'il y a eu quand même beaucoup de Pondichéryens qui sont venus et de l'Inde, qui ont travaillé, qui ont remplacé les Africains, qui ont fait un bon travail aussi. Donc il fallait s'adapter à la culture, à tout ce qui concerne, si vous voulez, les Antilles. Et ces Pondichéryens se sont élevés aussi dans la hiérarchie, ont passé des diplômes, etc., dans de situations très très bonnes. Et il faut aussi parler des Hmong. On a beaucoup oublié de parler des Vietnamiens, des Indochinois, qui sont venus avec, je crois, c'était, je ne me rappelle plus le nom
petit Ils sont un peu monument. venus, parfois un peu amenés. Voilà, donc beaucoup d'Indochinois sont venus également, les Hmong, qui ont cultivé la terre, parce qu'à un certain moment, tout le monde voulait être fonctionnaire administratif dans des administrations, mais on a négligé un peu, je parle du cas de la Guyane, puisque nous avons vécu aussi en Guyane, et nous avons encore de la famille en Guyane, qui était pas très riche du tout, donc ils ont quand même travaillé dans la culture. Donc produire des produits qui n'existaient plus. Et maintenant, je peux vous dire que les Guyanais d'origine française, d'origine antillaise, etc., apprécient beaucoup le travail qui a été réalisé par les Hmong avec sur le plan des produits de légumes, de choses comme ça, qui a été quand même important. Et puis il y a eu aussi l'adaptation à la culture, au travail. Beaucoup de Hmong sont devenus des gens très importants dans les Antilles, ont cultivé, les Pondichériens également, puisque vous avez maintenant des pans entiers de l'économie qui sont contrôlés, dirigés par des Pondichériens, notamment tout ce qui est textile, culture, du riz, et au niveau de la Guyane, les liaisons qui se font avec plusieurs types de personnes, également le travail qui est fait à Kourou. Il y a beaucoup d'Antillais qui sont sur Kourou, originaires des Indes, beaucoup d'Antillais et également indiens et pondichériens qui ont eu des études très importantes qu'on retrouve ici en France. Mais donc je pense que c'était important de vous parler un peu des différentes catégories qui existent encore dans les Antilles et qui apportent leur soutien et travaillent énormément dans tous ces cas-là. Et nous-mêmes, association, ici à Paris, nous avons une association qui marche comme elle peut. Ça fait 34 ans que nous existons à Pondichéry, où nous faisons des cours pour les Indiens, pour expliquer que font les Pondichéриens ici en France, les différentes attitudes, les différentes relations, etc. Et le poids de l'armée a été aussi important pour les Pondichériens. Beaucoup de Pondichériens sont rentrés dans l'armée. D'autres ont fait des études, etc. Voilà, je ne vais pas poursuivre plus longtemps des choses que je ne souhaite pas Merci, trop vous avez raison, préciser. parce qu'effectivement... Mais quand même, si vous avez des questions à poser sur les Pondichériens ou ce qu'ils ont fait aux Antilles, je ne parlerai pas de la religion. La religion aussi est très importante. Vous avez des prêtres qui se sont je sais pas comment dire, mais qui marient des Indiens, qui interviennent aussi dans un certain nombre de choses. Et puis la fonction publique. La fonction publique aussi, c'est important pour les Antillais, pour les Indiens qui vivent encore là-bas. Voilà, je m'arrête. Oui, merci beaucoup, monsieur. Et je pense que peut-être les contacts vont continuer après la séance entre vous et ceux qui souhaiteront s'intéresser à Pondichéry. Simplement, je dis, Madame la Ministre, si vous me permettez, de rappeler que nous avons une séance en l'honneur et en hommage d'un de nos membres associés qui est disparu, qui est de Pondichéry, le 6 février, et qu'un voyage est déjà prévu par l'Académie. Je vous en parlerai, nous vous en parlerons, le secrétaire perpétuel, le président et vice-président vous en parleront. Dans l'année qui vient, je pense, nous aurons ce déplacement. Donc merci, c'était particulièrement intéressant. Excusez-moi d'avoir fait cette petite intermède. Vous avez eu raison de rappeler que les Antilles, ce sont des creusets. Et donc, les gens sont venus de peu partout, finalement, soit spontanément, soit amenés, obligés. Mais finalement, tout ça, c'est finalement pas mal mélangé. Et sur les Indiens, c'est vrai qu'après l'abolition de l'esclavage, ils sont arrivés nombreux, et ça a contribué à une composante de la population qui est tout à fait intéressante. Et avec le fait qu'aux Antilles, ils se sont fondus dans la masse. Comme vous avez dit aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, etc., qui sont d'origine indienne, mais ils ont gardé quelques traditions. On voit encore les mâts où ils font leurs fêtes spécifiques. Et en même temps, aujourd'hui, c'est des Antillais comme les autres, quoi. Les élus de la Guadeloupe, à un moment donné, il y avait 3 qui étaient d'origine indienne. Et ça fonctionne, donc très bien. Autre personne? Oui, Madame la secrétaire suppléante. Merci. C'est pas tant une question qu'une remarque. Et je m'adresse à vous, chers consoeurs. Vous avez évoqué, mais vous ne pouviez absolument pas faire autrement, les guerres. Et je voudrais revenir sur un événement qui a eu lieu pour la Première Guerre mondiale, qui est devenu, je trouve, un événement historique et social d'une très grande importance.
1848, l'abolition de l'esclavage. 1914, la France entre en guerre. Abolition de l'esclavage, ça signifie que les esclaves entrent dans l'état civil. Ils ne sont plus des sujets, ils sont des citoyens. La Grande Guerre conduit à un élargissement du recrutement, surtout à partir de 1916, et les Antillais, les Réunionnais, les Pacifiques ne sont pas mobilisés. Et là, les Guadeloupéens ont joué un rôle très important parce qu'à partir du moment où ils étaient devenus citoyens, ils considéraient qu'ils devaient défendre la mère patrie. Donc ils ont formé, comme on dit aujourd'hui, un groupe d'action. Ils sont venus à l'Assemblée nationale et leur mobilisation a été votée. Et à ce moment-là, c'était plus qu'acquérir une citoyenneté, c'était un engagement très sincère, semble-t-il, pour la mère patrie. Et j'ai suivi effectivement ces combattants des Antilles dans le cadre de la Grande Guerre. Des noms sont sur les monuments aux morts. Des villages aujourd'hui rendent hommage à tous pas les soldats, mais les sujets qui sont devenus citoyens, avec des murs, des noms, et je pense en particulier à celui de Petit Canal en Guadeloupe. Donc, ils sont partis se battre à partir de 1916, et ils n'étaient pas des tirailleurs, ils n'entraient pas dans des régiments de tirailleurs, puisqu'ils étaient devenus citoyens. Donc, ils s'engageaient dans des régiments d'infanterie, des régiments de tirailleurs, au RICM, etc. Et donc, c'est une histoire, je trouve, majeure, je ne vais pas la détailler davantage, mais c'est un événement historique et social considérable. C'est ce que je voulais vous dire. Merci de l'avoir rappelé, parce qu'effectivement, très souvent, nous qui sommes dans les Outre-mer, notamment aux Antilles, on a l'impression que c'est une participation qui a été un peu oubliée. Et quand on arrive comme ça, on dit attention, on est venu avant pour défendre la France. Et moi, je trouve que sur la Deuxième Guerre, la Première Guerre, comme vous avez dit, ils ont réclamé d'être mobilisés. Mon grand-père, d'ailleurs, a fait Verdun, comme ça. Mais sur la Deuxième Guerre, je crois que l'engagement aussi dans la résistance, c'est que le régime de Vichy avait quand même montré que c'était un régime raciste, qui leur avait enlevé les droits. Et donc, c'est pour ça que massivement, les gens sont partis, ce qu'on appelait en dissidence, pour venir défendre les idéaux de la France. Je crois que vous avez tout à fait raison de rappeler ces périodes très importantes dans notre histoire. Je voudrais dire juste une petite... Ah bon. Bon, juste un petit mot. Je voudrais seulement vous dire, si vous voulez, que vous avez parlé de l'armée. Ça, c'est aussi pour moi un point très important sur les Pondichériens. Hein. Donc, nous avons créé en tant qu'association, il y a une dizaine d'années, un drapeau spécifique pour les Pondichériens qui ont combattu dans toutes les guerres depuis 1914, Dien Bien Phu, etc. Et nous avons tous les ans, une cérémonie qui se fait à l'Arc de Triomphe le 31 octobre. Pourquoi le 31 octobre ? Personne ne le sait. Donc c'est une date pour nous importante. C'est le jour où nous avons ramené le drapeau français dans les 5 comptoirs. Et le lendemain, le 1er novembre, les Indiens montaient le leur. Donc pour vous dire, si vous voulez, qu'il y a eu quand même une opération qui a été menée. Il y a eu des travaux qui ont été faits et beaucoup de Pondichériens ont combattu dans les rangs de la France et continuent de combattre et participent beaucoup à notre cérémonie du 31 octobre. Voilà. Vous avez une belle expo sur le sujet, sur les combattants de... Comment ? Oui. Merci beaucoup. Annick a parlé tout à l'heure du métissage comme étant une richesse. Je ne peux pas m'empêcher de penser actuellement à un certain discours véhiculé par certains partis politiques dans certains médias qui lutte contre une forme de créolisation de la France. Et j'aimerais savoir quelle réponse pouvons-nous donner à ce discours toxique. Merci pour cette question. Grande question, effectivement.
bon, c'est vrai que cette question de la créolisation a été théorisée notamment par Édouard Glissant, quand il a posé la question de l'altérité et du chaos monde. Souvenons-nous, il a réfléchi dans tout le monde au mécanisme de métissage culturel irréversible, en cours au niveau planétaire. Alors, il l'a vu comme une dynamique. Moi, je pense que c'est une dynamique. Nous pensons tous ici que c'est une dynamique, mais nous nous rendons compte également que la société française et la diversité dont nous avons parlé est travaillée au corps par tous ces nostalgiques, en quelque sorte, d'une certaine forme de, j'ose pas dire pureté, mais presque, d'une société hexagonale qui ne voit pas d'un bon œil une créolisation. Il est clair, c'est clair. Donc alors la réponse, mon Dieu, réponse politique, réponse culturelle, je pense que, je disais tout à l'heure à mon voisin mahorais que je suis heureuse d'avoir découvert aujourd'hui, nous nous rappelions. Il me disait que je n'ai pas cité Frantz Fanon. Je dis oui, il y a tant de gens merveilleux à citer, tant la contribution de l'outre-mer est importante dans la définition d'une modernité française. J'ai parlé de Césaire, j'ai mentionné Glissant, mais il faut parler de Fanon, il faut parler de toutes ces artistes qui chantent, qui dansent, de tous ces formidables sportifs, de tous ces gens qui effectivement apportent à la société française et palment ceci et médailles olympiques et que sais-je. Donc cette créolisation, elle est malheureusement en cours, je crois. Elle est heureusement en cours. Je crois que la question que pose Catherine Cissé ici est une question essentielle et qu'elle va au cœur même de ce que, encore une fois, j'élargis, c'est pas que la France, c'est la France et on va dire l'Europe et on va dire l'Occident se pose aujourd'hui dans son rapport au monde, alors qu'il y a effectivement un certain nombre de partis politiques, on ne va pas les citer ici, mais on les connaît, qui ont un discours nostalgique, un discours identitaire étriqué, qui referment, et qui ont l'air d'apporter sur d'autres questions aussi, hein, la question de la migration, la question, etc., des réponses faciles à des problèmes complexes. Mais on voit très bien que malheureusement, pour nous, ces partis ont une certaine audience dans l'opinion. Parce que comme j'ai essayé de souligner aussi, le poids de l'histoire est pesant, et l'avenir n'ouvre pas forcément des voies qui semblent faciles. J'ai évoqué là tout à l'heure ce psychodrame mondial que nous avons vécu il y a 3 ou 4 jours, du Groenland, de que je ne sais quoi, etc. Donc on voit bien que toute une série de questions qui sont des impératifs mondiaux vont nous attaquer sur le fond. Et cette question de l'immigration, cette question de la mixité, cette question de la alors on parlait de Fanon tout à l'heure, mais évidemment on pense à Peau noire et masque blanc, on pense à tous ces textes essentiels, et on se dit que il faut que toute la société française prenne conscience que elle doit se construire, et qu'il faut se construire avec, et pas sans, mais avec. Et ça, je ne sais pas à quoi répondre ici, parce que c'est tellement vaste comme question. Mais merci de l'avoir posé, Catherine. Moi, de toute façon, j'ai le sentiment que la créolisation est en marche, et que donc, on peut... La créolisation, et que par conséquent, on peut toujours être pas d'accord, mais il suffit d'aller dans le métro et de voir les petites têtes blondes crépues, voilà. Et je pense qu'on y verra peut-être un peu plus clair, parce que c'est vrai qu'en France, les gens se marient pas mal entre personnes d'origines différentes. Et vous savez que le prochain recensement va vous demander de mettre le nom et le lieu de naissance des parents. Et je crois que là, on verra un peu plus clair sur les gens qui ont une origine diversifiée. Alors évidemment, il y a des associations qui sont contre, hein, le Morabi contre, mais moi je pense que c'est pas forcément mal pour une société de voir si elle est plus ou moins diversifiée. Il me semble que ça... Je suis persuadé que ce sera plutôt positif de se rendre compte qu'il y a une forme d'ouverture d'une grande partie de la population à la diversité. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre veut ajouter un mot? Peut-être que, Madame la Ministre, vous pourriez maintenant tirer quelques conclusions sur l'ensemble des communications qui ont été livrées, et puis un certain nombre
de propositions également qui ont été émises. Avant que nous concluions définitivement et levions la séance, je vous en remercie. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à rajouter aux échanges que nous avons eus. Il me semble que la teneur des interventions que vous avez faites était plutôt de dire que depuis des années, et notamment depuis le début du XXe siècle, finalement, il y a cette participation des ultramarins à la vie de la nation, le fait qu'ils soient dans notre société. C'est une perspective que nous évoquons avec de grands penseurs comme Édouard Glissant, qui nous parle bien des identités qui sont des identités rhizomes, des identités mélangées, les loges du mélange. Donc c'est un petit peu ça que je retiens comme orientation de nos débats. On a toujours peur dans ce pays, on parle beaucoup du communautarisme, de gens qui restent enfermés les uns par rapport aux autres. Il me semble que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité de ce que nous vivons. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'en tout cas dans beaucoup d'endroits, et notamment les endroits qui sont les plus ouverts à la modernité, au contraire, il y a vraiment un souhait de faire des échanges, de faire des mélanges, de permettre de s'enrichir les uns des autres. Et donc je crois que c'est ce que nous pourrions le plus souhaiter à notre société française, parce qu'elle apporte des cadres qui sont importants, des valeurs qui sont des valeurs définitives, des valeurs essentielles, mais en même temps, il faut qu'on puisse s'ouvrir. Une société qui n'accepte pas la nouveauté, qui n'accepte pas un minimum de diversité, c'est une société qui se condamne. Et je crois que ce n'est pas ce que nous pouvons souhaiter pour notre société française. Donc, avec Glissant, avec tous ceux que Annick a cités, je suis assez optimiste sur le fait que nous continuerons à être plutôt une société ouverte à la diversité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, je vous remercie, Madame la Ministre et Monsieur le Délégué, cher Annick, chers tous et toutes, d'avoir participé à cette séance, l'avoir animée, enrichie. Je retiens vos mots très positifs, Madame la Ministre, qui ne sont pas évidemment ceux d'un chemin tout tracé, mais qui quand même ouvrent des perspectives utiles et intéressantes. J'ai apprécié le langage direct, les informations et les analyses très claires, très franches qui ont été émises aujourd'hui. Je crois que la Somme se veut être cet espace de dialogue, de meilleure compréhension. C'est un petit peu ce que nous pouvons apporter à d'autres, compte tenu de nos ressources, compte tenu de notre vie, de nos capacités. Donc c'est vraiment le genre de débat, de discussion qu'il faut multiplier et dont on doit tenir compte pour les autres thématiques, peut-être plus techniques ou plus structurelles ou stratégiques qui vont se tenir, c'est-à-dire tenir compte de ces éléments, j'allais dire psychologiques, de l'histoire, de la relation à l'autre. Je pense que ce sont des domaines tout à fait essentiels pour, j'allais dire, bâtir quelque chose de plus concret. Alors deux choses, moi j'aimerais bien être invité, et je pense que tous les membres de l'Académie aussi, à toutes les manifestations des associations, puisque vous nous avez fait rêver, en montrant combien elles étaient, j'allais dire, et actives, et que l'on pouvait justement, j'allais dire, avec un aspect festif et de connaissance. Donc, nous le disons, les associations sont les bienvenues, et nous-mêmes, nous espérons pouvoir partager avec vous. Deuxièmement et troisièmement peut-être, c'est très personnel, mais je constate que dans la pluralité, la diversité ou la complexité de ce qui se passe en ce moment, les relations entre les Antilles notamment, mais aussi l'ensemble des Caraïbes, avec l'Afrique, et en particulier le retour dans des pays comme le Bénin, dont j'allais dire un bon nombre des habitants justement de ces Antilles sont originaires, avec le Congo bien évidemment. Je dois dire que c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, puisque le Bénin, comme vous le savez, a décidé de donner la nationalité à ceux des afro-descendants qui peuvent prouver, j'allais dire, non seulement le lien, mais également la volonté de pouvoir s'inscrire, etc. Et j'allais dire, c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération, parce que justement, j'ai entendu, bon, il y avait, comme je disais, les Vodounsdé, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés aux civilisations, aux religions endogènes qui sont déroulées il n'y a pas longtemps, pendant que j'y étais, enfin régulièrement tous les ans,
Et on voit alors une foultitude de Brésiliens, de Caribéens, d'Haïtiens qui reviennent, qui s'installent et qui ont effectivement, alors qui vont avoir un rôle important parce qu'ils trouvent des relations nouvelles avec ce pays qu'ils n'ont pas forcément avec d'autres pays comme ceux de l'ancienne métropole, etc. Donc il va y avoir une conjugaison de regards et de dynamiques qui vont s'instaurer, je pense, qui sont extrêmement importantes à l'avenir. Bon, peut-être pas pour les Comores, parce que, et en particulier Mayotte, je connais moins la situation, mais ce sont des éléments importants. Pour dire qu'effectivement, en tous les cas, je vous remercie de cet enthousiasme, cette participation à ce cycle auquel je souhaite bon vent. Et nous nous retrouverons, je crois, en février. Je ne me rappelle plus la date exactement, mais il va y avoir donc le cycle est très précis. Nous nous retrouverons et je pense que chaque séance pourra enrichir effectivement nos débats. En tout cas, vous êtes chez vous. Merci d'être venus et à très bientôt. Et bonne année, puisque Monsieur le délégué nous a effectivement rappelé que nous étions au début de l'année, la première séance du cycle. C'est de bon augure. Je vous souhaite à tous une très bonne santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de liens et de conversations entre nous tous et des voyages peut-être qui vont venir. Merci beaucoup.